Sur le plateau de Gizeh, le lieu qui m'a le plus touché est probablement le temple de la vallée qui se dresse au pied du Sphinx. C'est Auguste Mariette, l'égyptologue français, qui le redécouvre en 1853, presque par hasard lors de ses fouilles autour du Sphinx. Enfoui sous plusieurs mètres de sable, le temple avait été préservé des dégradations qui ont affecté tant d'autres monuments du plateau. Rien n'y a été ajouté, reconstruit. Tout semble figé dans une immobilité ancienne, comme si ce lieu avait été mis en réserve par le désert, dissimulé pendant des millénaires à l'abri du regard et de l'usure. Lorsque l'on observe attentivement les murs du temple, un détail est impossible à ignorer, l'épaisseur colossale des parois, constituées de blocs de calcaire et de granit d'une masse que l'on peine à concevoir. Certains éléments pèsent plusieurs centaines de tonnes et sont assemblés avec un soin presque obsessionnel. Loin d'être simplement posés, ces blocs sont encastrés, verrouillés entre eux comme s'ils devaient résister non seulement au temps, mais à des forces d'une autre nature. Il ne s'agit pas d'un simple choix esthétique, ni d'une prouesse gratuite. Cette architecture semble répondre à une nécessité précise. Rien ici n'évoque l'économie de moyens ou la recherche de simplicité. Au contraire, tout indique une volonté de créer une structure d'une stabilité extrême, comme si sa pérennité avait été une priorité absolue. L'épaisseur des murs, la redondance des assises, la densité même de la matière, tout concourt à l'idée d'un édifice conçu pour durer à travers les âges, mais aussi pour résister à des épreuves violentes, pas seulement à l'érosion ou au tremblement de terre, mais à quelque chose de plus vaste, de plus radical. On a parfois évoqué l'hypothèse d'un cataclysme ancien, d'un effondrement climatique ou géophysique survenu bien avant l'histoire écrite, et dans ce contexte, l'architecture du temple prend un autre sens. Ce n'est plus seulement un lieu de culte probablement récupéré par les pharaons de la 4e dynastie, c'est une structure de mémoire, un noyau dur destiné à survivre là où tout le reste pourrait disparaître. Ce qui frappe ici, ce n'est pas la monumentalité gratuite, mais une logique profonde de protection et de transmission. Comme si les bâtisseurs savaient qu'ils travaillaient pour un monde à venir, bien plus que pour un monde contemporain. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN et je vais maintenant prendre quelques instants pour vous en parler. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le VPN le plus recommandé sur le marché. Et il affiche une note presque parfaite sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes l'ont même noté excellent. Et quand on regarde tout ce qu'il propose, c'est facile de comprendre pourquoi. Un VPN, c'est un outil essentiel aujourd'hui pour protéger votre vie privée numérique. Parce que non, le mode incognito ne vous protège pas vraiment. Il ne fait que cacher votre historique sur votre appareil, mais votre fournisseur d'accès, votre employeur, votre école et même les sites que vous visitez peuvent toujours vous suivre à la trace. CyberGhost, lui, chiffre 100% de votre trafic internet et le redirige à travers ses serveurs sécurisés répartis dans plus de 100 pays. Donc personne ne sait ce que vous faites en ligne, ni les curieux, ni les pirates, ni même CyberGhost lui-même, puisqu'il ne conserve aucune donnée sur votre activité. Et si vous aimez le streaming, vous allez adorer cette partie. CyberGhost vous permet de débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, Crunchyroll. Peu importe où vous vous trouvez, il vous suffit de changer virtuellement de pays et tout le catalogue s'ouvre à vous. L'application est disponible sur tous les systèmes, Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, Android TV et même directement sur votre routeur pour couvrir tous les appareils de votre maison. Et avec jusqu'à 7 connexions simultanées, vous pouvez partager votre abonnement avec vos proches sans souci. Grâce au lien que vous trouverez dans la description et le commentaire épinglé, vous bénéficiez d'une réduction de 83%, 4 mois gratuits, une garantie de remboursement de 45 jours et un support client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors n'attendez pas que vos données tombent entre de mauvaises mains. Cliquez sur le lien en description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. En s'approchant des murs du temple, un autre détail saisit immédiatement l'attention. La précision presque irréelle avec laquelle les blocs de granit ont été assemblés. Ce ne sont pas seulement des masses imposantes, ce sont des surfaces taillées avec une rigueur géométrique remarquable. Les blocs s'emboîtent avec une telle exactitude qu'il devient difficile d'imaginer qu'ils aient été réalisés et disposés à l'aide de moyens primitifs, ou
outils de cuivre ou leviers de bois. Dans certains cas, c'est à peine si l'on devine la ligne de contact. Il devient presque impossible de distinguer la limite entre deux blocs. La jointure est si fine, si exacte qu'elle disparaît presque à l'œil nu. Ce degré d'assemblage suppose une maîtrise totale de la réalisation, bien au-delà des capacités que l'on attribue à un peuple à peine sorti du néolithique. D'un point de vue technique, ce type d'ajustement dépasse largement ce que l'on observe dans les constructions dynastiques classiques, même des siècles plus tard. Il suppose non seulement une connaissance avancée du matériau, mais aussi une capacité à contrôler le moindre déplacement de masse avec une précision millimétrique. Ce type de mise en œuvre, on le retrouve aussi dans d'autres sites à travers le monde, au Pérou par exemple, à Ollantaytambo, à Cusco, à Sacsayhuaman. À chaque fois le même constat, une technologie que les outils reconnus de ces civilisations ne suffisent pas à expliquer, et un résultat que même nos ingénieurs actuels auraient du mal à reproduire sans machines spécialisées. L'archéologie expérimentale n'a d'ailleurs jamais tenté de reproduire ce genre de prodige, probablement par peur de l'échec. S'agit-il de coïncidences, de développements parallèles dus à des nécessités similaires, ou bien ces analogies trahissent-elles l'existence d'une connaissance commune, globale, d'un art mégalithique oublié, une science de la pierre partagée autrefois entre civilisations maintenant disparues? Au temple de la vallée, cette précision devient un langage. Elle nous parle d'un savoir-faire radicalement différent de celui que l'on attribue à l'Égypte de l'Ancien Empire. Elle ne s'accorde pas avec les moyens traditionnels décrits dans les manuels, ni avec la logique linéaire d'un progrès architectural. Elle suggère au contraire l'existence d'une autre phase de l'histoire, une phase oubliée, peut-être volontairement effacée. Les traditions orales des Andes, notamment celles rapportées par les chroniqueurs espagnols après la conquête, évoquent les Viracocha, des êtres venus des temps anciens, souvent décrits comme grands, puissants, porteurs de savoir. Ils seraient apparus après un grand cataclysme pour restaurer l'ordre, enseigner les fondements de la civilisation, puis auraient mystérieusement disparu. En Égypte, les récits cosmogoniques évoquent le Zeptepi, le premier temps, une époque mythique où les dieux régnaient sur la terre. Le Zeptepi n'est pas une simple métaphore. Pour les anciens Égyptiens, il s'agissait d'un âge réel, révolu, mais fondateur, dont les pharaons cherchaient à restaurer l'harmonie perdue. Certains artefacts viennent appuyer cette conception d'un passé antédiluvien. Sur la pierre de Palerme, fragment d'une stèle royale datant de l'Ancien Empire, on trouve mention de souverains non humains, des dieux, ayant régné bien avant les dynasties historiques. D'autres documents, comme le texte d'Abydos ou le canon royal de Turin, prolongent cette lignée d'êtres mythiques jusque dans les premières pages de l'histoire. Pour les Égyptiens, les dynasties humaines ne faisaient que succéder à un ordre plus ancien, souvent considéré comme supérieur. Ces références, longtemps reléguées au rang de symbolisme religieux, méritent peut-être d'être relues à la lumière de ce que l'archéologie peine encore à expliquer. Un peu à l'écart du temple de la vallée, 2 blocs de granit rose, aujourd'hui posés au sol, retiennent l'attention. Ce sont des pièces abouties, aux courbes parfaites, qui témoignent d'un degré de finition extrêmement élevé. Leurs arêtes douces et régulières, leurs flancs subtilement galbés, ne présentent aucune trace visible d'outillage traditionnel. Pas de marque de percussion, pas de stries irrégulières, seulement une surface polie, fluide, continue. Ces blocs semblent avoir été usinés et non simplement taillés. L'ingénieur Christopher Dunn a examiné de près ces blocs. Armé de jauges de profil, il a constaté que les courbures suivent des arcs de cercle parfaits, sans déformation ni rupture d'homogénéité. Là où l'on attendrait des irrégularités naturelles, on découvre des transitions géométriques maîtrisées, concaves et convexes s'enchaînant selon des logiques tangentielles. À certains endroits, les instruments de mesure ne laissent passer ni lumière ni air. Cela suppose non seulement une connaissance avancée de la géométrie, mais aussi l'usage d'outils capables de travailler le granit avec une régularité qui évoque les normes modernes de l'usinage de précision. Ces blocs, par leur seule existence, sous-tendent la question suivante. Qui possédait au 3e millénaire avant notre ère une telle capacité de contrôle sur la matière? Et on en revient avec cette lancinante question de la taille du granit ou d'autres minéraux très durs, comme la diorite en Égypte. La taille du granit représente à elle seule un défi technique que peu de matériaux imposent avec tant de force. Avec une dureté moyenne de 6 à 7 sur l'échelle de Mohs, ce mélange cristallin de quartz, de feldspath et de mica résiste à toute tentative de façonnage sommaire. Même pour des artisans modernes, sa mise en forme requiert des outils industriels.
scie à disque diamanté et machine à commande numérique. Aucun tailleur de pierre n'ignore la difficulté de lui imposer une forme nette sans produire d'éclats ni de fissures. Et pourtant en Égypte ce n'est pas une exception, c'est une norme. Partout où le granit apparaît, dans les temples, les pyramides, les statues ou les sarcophages, il est sous forme maîtrisée à l'extrême. Arêtes franches, angles droits, courbes régulières, finitions sans marque visible d'outils. Comment peut-on raisonnablement croire que ces blocs ont été façonnés à l'aide de ciseaux en cuivre ou de simples pierres de dolérite, en frappant inlassablement une roche plus dure que les outils eux-mêmes ? Aucun texte, aucun relief, aucun outil retrouvé dans le contexte dynastique ne permet d'expliquer de manière satisfaisante comment un peuple censé émerger du néolithique aurait pu produire un tel degré de finition dans un matériel aussi intransigeant. Les démonstrations expérimentales les plus honnêtes finissent toujours par admettre leurs limites. Les méthodes supposées ne permettent pas de reproduire ces résultats avec une qualité équivalente. C'est là que se dessine un point de rupture. Face à cette impasse technique, il faut envisager une hypothèse dérangeante mais nécessaire. Et si les Égyptiens de l'Ancien Empire n'avaient pas taillé ces blocs eux-mêmes? Et s'ils avaient hérité, non pas d'une tradition orale ou d'un savoir perdu, mais de blocs déjà extraits, déjà façonnés, issus d'une époque bien antérieure à la leur? D'une époque où le granit n'était pas un obstacle mais une matière déjà maîtrisée. Autrement dit, toutes ces réalisations prodigieuses en granit pourraient bien provenir d'un passé plus ancien que l'histoire officielle ne le reconnaît. Et dans cette optique, les Égyptiens dynastiques n'auraient pas bâti ex nihilo, mais sur des fondations déjà là, sur les traces visibles d'un monde antérieur qu'ils ont réinvesti, sacralisé, et dont ils ont cherché à restaurer l'ordre perdu. Leur temple, loin d'être des créations isolées, pourrait être le palimpseste d'un héritage plus profond, dont ils ont respecté l'implantation, les matériaux, sans toujours en saisir la finalité première. Au centre du temple de la vallée, une série de piliers massifs en granit rose d'Assouan structure l'espace comme une colonne vertébrale minérale. L'un d'eux attire immédiatement le regard, sa surface polie avec un soin presque obsessionnel capte la lumière et la renvoie avec une netteté qui évoque un miroir. On n'est plus ici dans l'ordre du simple dégrossissage ou d'un façonnage sommaire, le matériau semble avoir été modelé, travaillé, jusqu'à atteindre une brillance inhabituelle pour une roche aussi dure. Sous les doigts, la pierre est lisse, douce, sans la moindre rugosité, aucune trace de percussion, aucune marque d'outil. Dans l'industrie contemporaine, le polymiroir du granit est obtenu par l'usage de ponceuses orbitales ou rotatives équipées de disques diamantés. Ce processus se fait sous contrôle numérique dans les usines de taille de pierre avec des machines à bras robotisées, maintenant des vitesses de rotation précises, une pression constante sur la surface et un arrosage à l'eau pour éviter la surchauffe du matériel comme des outils. Le moindre écart de pression, le moindre défaut de planéité produit une irrégularité visible ou un micro-éclat. Or ici, dans ce temple censé dater du milieu du 3e millénaire avant notre ère, se dresse un pilier dont la surface présente les mêmes qualités de réflexion, de régularité et de brillance qu'un granit poli dans une usine contemporaine. Alors que nous faut-il conclure? Que ces artisans, il y a plus de 4000 ans, disposaient d'un outillage comparable voire supérieur à celui de notre époque? Ou bien que ce pilier n'est pas le fruit d'un chantier dynastique, mais d'un héritage antérieur issu d'un savoir-faire oublié. La maîtrise évidente que révèle l'ensemble du temple de la vallée contraste de manière saisissante avec le flou qui entoure son origine. Plus les techniques mises en œuvre défient nos repères historiques, plus il devient essentiel de s'interroger sur l'identité réelle de ses bâtisseurs. Car si la réalisation de ce temple suppose des moyens manifestement supérieurs à ceux que l'on prête à l'Ancien Empire, alors en attribuer la construction à une dynastie sans preuve formelle relève moins de la certitude que de la présomption. Et c'est justement là que réside le nœud du problème. L'attribution du temple de la vallée à Képhren, telle qu'on la trouve dans la majorité des ouvrages d'égyptologie, repose sur une base étonnamment fragile. Aucun cartouche gravé, aucune inscription dédicatoire, aucune fresque ou texte contemporain ne vient soutenir cette association. Elle s'appuie uniquement sur une découverte faite en 1860 par l'égyptologue français Auguste Mariette. Une statue de Képhren exhumée dans un puits du temple. Alors qu'il fouillait les abords du temple, Mariette mit au jour dans une fosse pratiquée dans le sol une statue en diorite représentant soi-disant le pharaon Képhren. C'est cette découverte et elle seule qui a conduit à attribuer tout le temple à Képhren. Mais cette conclusion, à y regarder de plus près, soulève de nombreuses questions.
Aucun cartouche, aucun texte d'époque ne vient confirmer qu'il en fut le constructeur. Il est tout à fait possible et même plausible qu'elle ait été déposée dans un contexte de réutilisation du lieu, bien après sa construction. Il faut aussi observer de près la statue elle-même. Si l'on admire souvent la finesse de sa sculpture et son niveau de polissage exceptionnel, on remarque en revanche que les hiéroglyphes gravés sur la base sont d'une qualité très inférieure. Les traits sont irréguliers, peu profonds, maladroits. Ce contraste technique entre la finesse de la sculpture et la rudesse de la gravure a souvent été relevé, tant il semble difficile à concilier. Comment une telle disparité de maîtrise peut-elle coexister sur un seul et même objet, sans que cela soulève des questions fondamentales sur l'origine ou la chronologie de son exécution? Il est donc permis de penser que la statue, comme le temple, appartient à une histoire bien plus complexe, qu'elle aurait pu être sculptée à une époque antérieure, avec des moyens techniques plus avancés que ceux connus de l'Ancien Empire, puis récupérés, adaptés et marqués du nom d'un roi plus tardif. Dans ce cas, elle ne prouverait rien quant à l'origine du temple. Elle ne ferait que confirmer ce que ce lieu suggère déjà, qu'il a traversé les âges et qu'il fut réutilisé bien plus qu'il ne fut construit sous Képhren. Ce procédé d'attribution douteuse s'étend en réalité à l'ensemble des grands monuments du plateau de Gizeh attribués à Képhren. La pyramide, son temple funéraire et même le sphinx lui-même sont aujourd'hui dans les manuels comme dans l'imaginaire collectif associés au règne de ce pharaon de la 4e dynastie, alors qu'aucune de ces structures ne porte son nom de manière explicite. Ni cartouche gravée dans la pierre, ni stèle contemporaine, ni document d'archives ne vient attester que Képhren fut le commanditaire de ces édifices. L'unique lien repose sur une proximité géographique supposée et sur des interprétations hasardeuses formulées au XIXe siècle à une époque où l'égyptologie en était encore à ses premiers tâtonnements. Ce champ d'études, alors en pleine constitution, cherchait à organiser un passé encore obscur en une trame cohérente et linéaire. Il fallait classer, nommer, dater, construire une chronologie stable autour des repères politiques et dynastiques identifiables. Dans cette logique, attribuer chaque monument majeur à un souverain connu devenait une nécessité méthodologique, presque une exigence fondatrice. Peu importait que les preuves manquent, pourvu que l'ensemble tienne debout. C'est dans ce contexte que les chercheurs européens, fascinés par les grandes pyramides et animés par un esprit parfois plus spéculatif que rigoureusement critique, ont greffé des noms de pharaons sur des édifices dont ils ne comprenaient ni la fonction exacte ni l'origine réelle. Par un simple jeu de proximité géographique ou stylistique, Khéops, Képhren et Mykérinos furent respectivement associés aux 3 grandes pyramides, sans inscription décisive et sans documents contemporains. Ce qui a principalement guidé cette attribution, ce ne sont donc pas des preuves matérielles, mais des liens de parenté supposés entre ces 3 souverains, tous issus de la 4e dynastie, présentés comme père, fils et petit-fils dans la reconstitution canonique de l'histoire égyptienne. Il devenait alors commode, presque logique, de leur assigner à chacun une pyramide, selon une narration dynastique fluide et rassurante. Mais ce récit linéaire, aussi séduisant soit-il, repose davantage sur un besoin d'organisation intellectuelle que sur une réalité archéologique démontrée. Ces hypothèses, posées à l'origine comme des conjectures de travail, se sont peu à peu figées en certitudes académiques. Reprises d'ouvrage en ouvrage, répétées jusqu'à devenir des dogmes. Pourtant, les fondations de ces affirmations restent aujourd'hui encore étonnamment fragiles. En l'absence de preuves formelles, tout rattachement devient spéculatif. Or, il est singulier de constater que plus les monuments sont techniquement impressionnants, plus leur origine réelle s'obscurcit. Comme si ces œuvres inégalées venaient d'un passé antérieur aux dynasties, antérieur même à ce que l'on nomme histoire. Dès lors, ce que révèle le plateau de Gizeh n'est peut-être pas une dynastie glorieuse, mais un palimpseste architectural, un lieu réinvesti, adapté, réinterprété par les civilisations successives, dont Képhren ne serait qu'un acteur tardif, non pas l'initiateur, mais l'héritier. Les édifices que l'on attribue de cette manière à Képhren sont le Sphinx, la chaussée, la pyramide moyenne, le temple funéraire et évidemment le temple de la vallée. Le Sphinx d'abord reste l'un des objets archéologiques les plus controversés de l'histoire égyptienne. Sculpté dans un promontoire calcaire massif, il présente des marques d'érosion horizontale que de nombreux géologues, à commencer par Robert Schoch, ont interprétées comme des traces laissées par une exposition prolongée à de fortes pluies. Ce type d'érosion totalement distinct de celui que provoque le vent ou le sable supposerait une datation bien antérieure à l'Ancien Empire.
une époque où le climat de la vallée du Nil était encore plus humide, plusieurs millénaires avant Képhren. La chaussée qui relie le temple de la vallée au temple funéraire, situé au pied de la pyramide, présente elle aussi des caractéristiques intrigantes. Longue d'environ 500 mètres, elle est construite avec des blocs de calcaire massifs, soigneusement alignés et ajustés. Sa largeur, sa symétrie, sa monumentalité même interrogent. Elle n'est pas un simple chemin de procession, c'est une œuvre d'ingénierie à part entière. Là encore, aucune inscription ne vient authentifier l'époque de sa construction. Quant à la pyramide moyenne attribuée par convention à Képhren, elle se distingue des deux autres grandes pyramides du plateau par plusieurs éléments singuliers. Sa base est légèrement inférieure à celle de la pyramide de Khéops, mais sa position sur un socle rocheux plus élevé donne l'illusion d'une structure équivalente, voire dominante. C'est d'ailleurs elle qui de loin semble dominer le site. Son état de conservation est également meilleur, une partie de son parement subsiste au sommet, offrant un rare aperçu du revêtement d'origine, lisse, ajusté, réfléchissant. Mais c'est surtout à sa base que la pyramide interroge. Les premières assises, visibles sur plusieurs faces, sont formées de blocs massifs, soigneusement équarris, aux surfaces polies, aux arêtes franches. Leur alignement rigoureux et leur taille cyclopéenne rappellent immédiatement la facture du temple de la vallée. À mesure que l'on s'élève, pourtant les blocs deviennent plus petits, plus irréguliers, et leur agencement perd en netteté. Comment expliquer une telle rupture dans le soin apporté à la construction ? Pourquoi les fondations, censées être les moins visibles, témoigneraient-elles d'un degré de maîtrise supérieur aux niveaux les plus exposés ? Cette hétérogénéité n'est pas qu'esthétique, elle est structurelle. Elle suggère que la pyramide n'a peut-être pas été érigée d'un seul jet, selon un plan homogène, mais qu'elle serait le fruit d'un chantier composite. Un projet amorcé dans un passé plus lointain, avec des moyens aujourd'hui incompris, puis repris, complétés ou modifiés par une civilisation ultérieure. Au pied de la pyramide, toujours en place ou éparpillé au sol, on distingue les vestiges d'un ancien parement en granit rose d'Assouan. Ces blocs témoignent d'un revêtement initial qui couvrait les premières assises de l'édifice. Leur présence n'est pas anecdotique, elle révèle qu'à l'origine, les assises inférieures étaient enveloppées d'un habillage en granit, matériau dont j'ai déjà présenté la complexité à plusieurs reprises. En Égypte, toutes les réalisations en granit trahissent une maîtrise que rien ne permet d'expliquer avec les outils et les méthodes officiellement reconnus. Alors faut-il continuer à attribuer ces réalisations à des artisans tout juste sortis du néolithique ou envisager une autre hypothèse, celle d'un héritage architectural laissé par une civilisation antérieure et technologiquement avancée? Devant la pyramide, les ruines massives du temple funéraire, que l'on associe à Képhren, livrent à qui prend le temps de les observer un indice majeur. Ici, les blocs ne sont pas seulement imposants, ils sont démesurés. Certains mesurent presque 10 mètres de long et pèsent probablement plusieurs centaines de tonnes. Mais ce n'est pas seulement leur taille qui interpelle, c'est leur état de surface. Un état que l'on ne peut pas attribuer à la simple érosion éolienne, ni au passage du temps. Sur plusieurs faces, les blocs présentent des altérations caractéristiques. Des cavités rondes, des creusements en alvéoles, des zones grignotées en profondeur selon des motifs irréguliers mais organiques. C'est ce que l'on nomme l'érosion taphonie. Cette érosion est peut-être encore plus visible dans le temple funéraire attribué à Mykérinos. Ce phénomène est causé par une alternance de saturation en eau et de dessiccation prolongée. Il suppose la présence d'humidité et de ruissellement. L'eau s'infiltre dans les micro-fissures du calcaire, dissout certains cristaux, puis le vent et l'évaporation achèvent le processus. Ce type de sculpture naturelle dans la roche n'apparaît que dans les environnements humides, maritimes, et sur des laps de temps très longs, on parle de milliers d'années au minimum. Or, le climat aride actuel du plateau de Gizeh ne permet pas la formation active de taphonie, et il ne l'a pas permis depuis des millénaires. D'après les reconstructions paléoclimatiques, la dernière période où la région a connu des pluies régulières et abondantes remonte à la fin de l'ère glaciaire, au Pléistocène supérieur, entre 10 000 et 7 000 avant notre ère. Cela implique une chose simple mais capitale. Les blocs aujourd'hui érodés étaient déjà en place à l'air libre durant cette époque humide. Ils ne peuvent donc pas dater du règne de Képhren, qui aurait vécu aux alentours de 2500 avant notre ère. Cette observation géologique contredit de façon directe la chronologie traditionnelle. Ce que nous montre le temple funéraire de Képhren, ce ne sont pas des ruines dynastiques, ce sont les vestiges d'un monument bien plus ancien, antérieur à l'histoire écrite, marqué par des événements climatiques oubliés. Les cavités de type taphonie visibles sur ces parois ne sont pas des accidents mineurs. Ce sont les cicatrices d'un climat radicalement différent, celui d'une Égypte verte, humide, que l'on situe à la fin du Pléistocène. Or, ce même type d'érosion hydrique se retrouve sur l'enceinte du Sphinx,
creusés profondément dans le substrat calcaire. Et ce n'est pas un hasard si le temple de la vallée partage avec eux la même géométrie monumentale, les mêmes blocs cyclopéens, la même absence de toute inscription contemporaine. Ces 4 structures, le Sphinx, le temple de la vallée, la pyramide moyenne et le temple funéraire de Képhren, forment un ensemble architectural cohérent, antérieur à la période dynastique telle que nous la connaissons. Il est possible et même probable que les pharaons de l'Ancien Empire aient investi ces lieux pour leurs rituels, leurs cérémonies ou leurs cultes funéraires, qu'ils les aient restaurés, mais tout indique qu'ils ne les ont pas bâtis. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois. C'est totalement sans risque, alors allez le vérifier par vous-même. Le lien est dans la description.